Les particularités, c'est que c'est des maladies qu'on peut avoir le plus souvent chez l'adulte, de la femme jeune et parfois de la quarantaine. Et dans de rares cas, on a une prévalence également de cette maladie-là chez l'enfant qui a des enjeux parce que c'est des maladies qui sont systémiques, qui sont auto-immunes. Et ça survient également chez un enfant qui doit grandir, on va dire. Et donc, il a tout le temps, en fait, pour faire toutes les complications viscérales. Parce que si vous avez, par exemple, un malade qui a un lupus à l'âge de 40 ans, il a, par exemple, une longévité, on va dire, jusqu'à 70 ans, 80 ans. Donc, il va faire rarement, en fait, les atteintes viscérales à l'âge de 70 ans. Et même s'il le fait, en fait, il s'approche, on va dire, un peu de sa longévité, en fait. Mais l'enfant qui fait, par exemple, une maladie systémique très tôt dans sa vie, il a vraiment le temps, plus de 70 ans, pour faire, en fait, toute la totalité des atteintes viscérales. C'est pourquoi, dans ces maladies systémiques-là, chaque fois que ça survient chez l'enfant, c'est un facteur de mauvais pronostic, en fait. Il est heureux de savoir qu'il y a, dans la plupart des cas, des atteintes viscérales qui sont rares en fonction des connectivités, on va dire. Mais dans certains cas, comme dans le lupus, en fait, l'enfant vraiment fait des atteintes viscérales, notamment des néphropathies lupiques, qui peuvent mettre en jeu son pronostic vital, mais également c'est retentir sur sa qualité de vie, puisque c'est des maladies chroniques. Pour ce qui est de la sclérodermie, c'est une maladie inflammatoire de la peau où on a en fait une induration progressive avec une hyperproduction de fibres collagène au niveau du derme en fait. Et la traduction clinique, c'est une induration de la peau que l'on appelle la sclérose sur le plan des lésions élémentaires en fait. Donc c'est la sclérose cutanée ici qui constitue l'élément fondamental dans le diagnostic en fait de la sclérodermie cutanée. Alors, dans la sclérodermie, il faut savoir que l'enfant peut faire une sclérodermie systémique comme chez l'adulte, avec une atteinte de la peau, mais également des organes profonds, notamment viscérales. Mais là, dans la plupart des cas, il fait des formes localisées, en fait. C'est ce qu'on appelle des morphées. Et les morphées sont plus fréquents, en fait, chez l'enfant que chez l'adulte, en fait. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que quand vous avez une sclérose qui est localisée, sans atteinte viscérale, le pronostic est meilleur. Il y a juste un retentissement le plus souvent esthétique, mais également sur le plan de la qualité de vie, en fait. Et dans les atteintes systémiques, c'est des atteintes viscérales qui vont faire que la mortalité, en fait, va être beaucoup plus élevée. Alors, pourquoi on en parle? Parce que la fréquence est variable, 3 à 24 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire que ce n'est pas une maladie qui est fréquente chez l'enfant par rapport en comparaison avec la sclérodermie de l'adulte, avec un sexe ratio qui est plus en faveur des filles que des garçons, mais il y a souvent un pic de fréquence qui est beaucoup plus élevé chez l'enfant à l'âge de 10 ans en fait. Et donc, c'est à cet âge qu'on voit le plus souvent les enfants qui ont la sclérodermie. C'est à partir de 6 ans, 7 ans, voire 10 ans, en fait. Et sur le plan clinique, c'est les mêmes symptômes qu'on observe chez l'enfant que chez l'adulte. Les pédiatres ont l'habitude de dire que l'enfant n'est pas un adulte en miniature, mais sur le plan clinique, on a les mêmes manifestations cliniques, en fait, parce qu'on a la même anatomie, par contre. Les formes localisées sont les formes en fait qui sont en fait les plus fréquentes chez l'enfant. Ça, il faut vraiment le retenir. L'enfant fait rarement des formes systémiques en fait. Donc, c'est surtout les morphées qu'il va faire le plus souvent. Et c'est dans les atteintes viscérales, notamment dans les formes systémiques, que vous allez avoir des complications, notamment l'atteinte cardio-pulmonaire, l'atteinte également rénale, avec la crise rénale sclérodermique qui est également très rare. Alors, sur le plan clinique, comme c'est des maladies systémiques, le plus souvent, on parle de circonstances de découverte parce que les malades, en fait, peuvent être vus chez un médecin généraliste aux maladies infectieuses parce qu'ils ont une fièvre au long cours et parfois, ils peuvent être vus en orthopédie parce qu'ils ont des nécroses digitales et le plus souvent, c'est avec le syndrome de Raynaud que ça débute, en fait, dans la forme systémique de l'enfant. Donc, c'est 70 à 90% de syndrome de Raynaud. Et le syndrome de Raynaud, le plus souvent, a un début brutal et c'est déclenché le plus souvent par le froid.
et le malade va avoir en fait une moiteur des extrémités avec justement une cyanose et parfois une douleur en fait ischémique après, c'est la phase asphyxique. Et enfin, vous avez une érythémalgie en fait qui est la phase résolutive avec le lever en fait du vasospasme. Et le syndrome de Raynaud peut être déclenché par l'épreuve aux glaçons, c'est-à-dire on demande à l'enfant de retenir des glaçons sur ses mains et il va avoir en fait justement la reproduction du phénomène de Raynaud. Ensuite, nous avons également sur le plan clinique, vous voyez là, vous avez une cyanose des extrémités au niveau distal et les mains, en fait, il y a une froideur des extrémités et il y a un défaut de perfusion, en fait, au niveau distal. Donc, c'est ça qu'on appelle le phénomène de Raynaud. Et ce phénomène de Raynaud-là peut être reproduit par les tests, en fait, au glaçon. Mais c'est quelque chose qui est déclenché très souvent par le froid, en fait. Maintenant, parfois, on peut voir le malade au stade, en fait, où il fait des ulcérations digitales. C'est des nécroses, en fait, au niveau des pulpes des doigts. Et ces nécroses-là, en fait, permettent de faire le diagnostic rétrospectif du syndrome de Raynaud. Et donc, c'est des cicatrices pulpaires, des fois, au niveau des extrémités des mains, qui permettent de montrer que l'enfant a eu à faire, en fait, des crises de syndrome de Raynaud. Et donc, ça fait partie aussi des circonstances de découverte. Sur le plan clinique, on peut avoir également une induration cutanée. Et l'induration cutanée se manifeste par une difficulté ou une impossibilité de plisser la peau. Et cette impossibilité peut se manifester de façon localisée ou bien de façon généralisée, ce qui définit les différents stades en fait de la sclérose au niveau de la peau. Donc, vous avez des malades qui vont avoir une sclérose au niveau des mains, c'est-à-dire des doigts et des orteils. Et dans ce cas, on parle de sclérodactylie en fait. Donc, c'est le type 1 sur le plan de la sclérose et tout le reste du tégument en fait est normal. Le type 2, c'est une sclérose qui va des mains, des pieds et qui s'étend en fait au niveau des avant-bras et au niveau des jambes en fait. Donc, c'est une sclérose qui va se localiser uniquement au niveau des extrémités et on appelle ça l'acrosclérose et c'est associé le plus souvent à une sclérose péribuccale avec une limitation justement de l'ouverture buccale. Donc, tout ce qui est en pointillé rouge, ça constitue ici la sclérose et on l'appelle l'acrosclérose. Et le type 3, c'est quand la sclérose est diffuse et qui atteint 90% de la surface corporelle. Donc, c'est une sclérose en fait qui est diffuse. Mais la particularité ici à savoir, c'est que vous n'avez pas de relation, de corrélation entre les manifestations cutanées et les atteintes systémiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les malades peuvent avoir une sclérodermie systémique avec une sclérose qui est diffuse, mais sans atteinte viscérale. Dans le cas contraire, vous pouvez avoir aussi un malade qui a une sclérodactylie, c'est-à-dire il y a une sclérose uniquement des extrémités digitales, mais qui a une fibrose, par exemple, pulmonaire ou bien des troubles du rythme et de la conduction dans le cadre de la sclérodermie.